dans une minute. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 27 octobre pour la ville. Et ça me fait plaisir de voir autant de monde autour. Je vois qu'il doit y avoir, tout le monde doit attendre comment d'argent qu'ils vont avoir pour jouer avec l'année prochaine. Parce que ça va être la grande discussion ce soir. Alors, ceci étant dit, comme mot d'ouverture, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral, traditionnel et non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité Merci bien. Alors, on continue avec, comme suite au mot d'ouverture, on a monsieur le maire suppléant. Aussitôt que j'allume sa lumière, on sera plus intelligent. Merci, monsieur le maire. Nous avons reçu la fin de semaine dernière à l'Assemblée annuelle de l'AFMNB le prix Jean-Jacques Roy, un prix d'excellence d'innovation municipale. Et ce prix-là a été remis en raison de notre code de l'arbre. Alors, c'est très innovateur parce qu'on était les premiers en Atlantique à avoir passé un arrêté comme ça. Alors, immédiatement, je vais le remettre à monsieur le maire. Officiellement. Merci. Je pense qu'on a fait assez d'annonces. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre. Et constatation du quorum. On a un quorum et en surplus. Déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y en a qui auraient des conflits d'intérêts? C'est le temps de le faire. Non? Rien? Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption est proposée par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy.
Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée et l'ordre du jour est adopté. Avec ça, qui nous amène maintenant à la présentation, requêtes et pétitions. On n'a pas rien dans ce sens-là. Ah, ben, on a la grande, évidemment, la grande question que tout le monde attend de voir où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine. Monsieur notre directeur de l'argent, des finances, oui, mais notre grand banquier, notre grand argentier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur le maire, et félicitations pour votre prix en passant. Merci. Bonsoir, membres du conseil, collègues de travail, public en général. Bon, ben c'est ce soir que ça se passe. Et effectivement, c'est les budgets la présentation des budgets de fonctionnement général, suivi de l'eau et l'égout par la suite. Donc, les deux premières diapositives, vraiment, je vais faire un peu un sommaire de qu'est-ce que c'est que les revenus et les dépenses qui ont changé d'une année à l'autre. On va revoir tous ces chiffres-là à nouveau durant la présentation. Donc, tout d'abord, on peut voir que les nouveaux revenus sont de l'ordre de 4,3 millions pour l'année 2026. Le plus gros des montants, le 3,9 millions, provient de l'augmentation de l'assiette fiscale de 4,9 %. Si vous avez suivi un peu aux nouvelles, qu'est-ce que c'est que la province du Nouveau-Brunswick a établi comme augmentation à Dieppe, c'était plutôt un 5,5, mais là, on parle de l'évaluation foncière. Petite différence entre l'évaluation foncière et l'assiette fiscale. Je n'irai pas dans les détails, mais nous, c'est l'assiette fiscale qui nous intéresse et ça a augmenté de 4,9 %. Petite diminution au niveau des recettes non fiscales de 400 000. Je vais y revenir là-dessus plus tard dans la présentation. Augmentation des surplus des années précédentes, c'est-à-dire qu'en 2023, on avait un surplus de 350 000 environ et 2024, il était de l'ordre de 1,1 million. Donc, 800 000 de plus de ce côté-là. Subventions de financement ont resté pas mal stable pour arriver aux 4,3 millions de nouveaux revenus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces nouveaux revenus-là? La première ligne, ou plutôt les deux premières lignes, on parle de la GRC. Cette année, je l'ai dit, c'est nouveau, je ne le faisais pas auparavant, mais je l'ai divisé en deux. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit la facture de la GRC ou le budget, c'est-à-dire de la GRC, on a leur budget et en dessous de ça, on a le surplus ou déficit des années auparavant pour eux. Si c'est un surplus, ça nous aide. Si c'est un déficit, ça ne nous aide pas, comme des raisons. Donc, lorsque c'est qu'ils viennent présenter, eux, la GRC, bien souvent, ils vont parler de la ligne d'en haut, c'est-à-dire avant les surplus. Donc, par exemple, l'an passé, leur budget a augmenté de 12 %. Ça, ce 12 %-là, c'est sans compter les nouvelles demandes de ressources humaines. Donc, ce n'est pas inclus pour l'instant dans les budgets, ce montant-là. OK? Donc, leur augmentation de 12 % pour nous équivaut à 1,5 million. Mais en réalité, c'est une différence de 14 % pour nous parce que la pondération, c'est-à-dire le montant que la ville de Dieppe doit payer maintenant par rapport aux deux autres municipalités a augmenté un peu. C'est une formulation qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils regardent la population. Mais vu que c'était pour 2021, ce morceau-là n'a pas changé. Mais il y a le nombre d'appels et aussi les assiettes fiscaux des trois municipalités. Dieppe a grossi un petit peu plus vite que les deux autres, fait en sorte que la pondération a augmenté. On se situe maintenant à 18,84 % de la facture totale. Auparavant, on était à 18,5 à peu près. Les salaires ont augmenté de 900 000. Il y a une portion nouveau salaire, une portion l'augmentation due à l'inflation. 200 000 au niveau du système de transport en commun. 1,7 million au niveau du capital de l'opération et programme de remplacement. Donc, on met de plus en plus d'argent cash, si on veut, au point de vue de nos projets capitaux. Et 600 000 de diminution au niveau du remboursement de la dette. Je regardais justement ça cet après-midi. Je me demandais quelle dette qui était disparue ou qui était partie, parce que c'est vraiment ça, qu'est-ce qui arrive ici. On a remboursé une dette au complet. Puis, c'est justement pas l'hôtel de ville, mais les alentours de l'hôtel de ville, c'est-à-dire la place 1604. Dans le temps qui a été fait en 2006, c'était un emprunt de 20 ans.
L'hôtel de ville, elle, c'est un emprunt de 25 ans, donc on a encore un autre 5 ans à aller pour l'hôtel de ville comme tel. J'ai dû prendre, d'ailleurs, vu qu'on est sur le sujet de la dette, j'ai dû prendre une décision cette année. On était quand même dans un environnement où on ne savait pas, ben, tout d'abord, il y a eu le gel des évaluations foncières. Déjà là, on était moins certain quels étaient les revenus qui allaient rentrer à la ville. Comme des raisons, il y a aussi les factures qui continuent à augmenter. Exemple, la GRC. Donc, on savait qu'on allait aussi devoir payer ces factures-là. Donc, au niveau de la dette, il y a un 6 millions que normalement, j'aurais dû venir vous voir au mois de septembre, octobre, faire l'emprunt et on aurait commencé à le rembourser en 2026. Mais parce que c'est qu'on a quand même une bonne liquidité et parce que c'est qu'on vivait dans un moment incertain au niveau des budgets, j'ai préféré prendre l'emprunt et je le reporte à l'année prochaine. Donc, ça a créé un espace, si on veut, d'environ 600 000. Ça donne que la dette a diminué de 600 000, mais si on aurait fait l'emprunt tel quel, il n'y aurait pas eu de diminution d'emprunt. Ça aurait resté pareil, la ligne, à cause justement du 6 millions qu'on aurait remboursé sur 15 ans à raison de 600 000 par année. Par contre, comme des raisons, l'emprunt ne va pas s'évaporer, elle est encore là. Je vais la faire l'an prochain, en plus des autres emprunts qui vont se rajouter cette année. Donc, ça aura une double whammy, si on veut, pour l'an prochain. Mais espérons que l'an prochain, on sera d'une différente situation comme quand on est là aujourd'hui. Au niveau des dépenses, les autres dépenses ont augmenté de 300 000 et pour terminer, on parle de transfert à la réserve de 1,1 million. Tantôt, j'ai parlé des surplus qui avaient augmenté, mais le surplus, on le prend et on l'envoie en réserve. Donc, c'est la grosse raison pourquoi que les transferts à la réserve augmentent au même rythme que le surplus. Donc, au niveau du taux résidentiel, on peut voir que c'est le même que l'an passé qu'on vous suggère, donc à 1,3650 $. Au niveau des DSL, les anciens DSL, de Greer Lake Burn et de Scoudouc, on continue le programme d'augmentation de 5 sous par année. Le taux que ces DSL-là devraient payer normalement est aux alentours de 73 sous. Je vais l'expliquer sur la prochaine diapositive. Donc, comme que c'est marqué ici en bas, un petit peu en fine print, si on veut, c'est que c'était quand même un rattrapage d'environ de 6 à 8 ans. Bien, on y arrive, on est prêt. Greer Lake Burn est rendu à 69 sous. Donc, on ajoute un autre 5 cents, on est dépassé 73 cents. Donc, l'an prochain devrait être la dernière augmentation de ce genre pour Greer Lake Burn. Donc, à Scoudouc, ils sont rendus près de 62 sous. Donc, il reste encore un autre 2-3 ans à aller de ce côté-là. Donc, j'ai fait allusion du 73 sous. Qu'est-ce qui est 73 sous? C'est vraiment le taux de service, c'est-à-dire que le taux résidentiel est divisé en deux. D'une part, il y a le taux de service partagé que tous les résidents de Dieppe doivent payer, peu importe qu'ils sont dans le DSL ou à l'intérieur des anciennes limites de Dieppe, et le taux de services locaux que seulement les populations à l'intérieur de Dieppe doivent payer et non les DSL. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qui est à droite, c'est qu'est-ce que c'est que les anciens districts des services locaux ne paient pas. Donc, à gauche, on peut voir que tout le monde doit payer pour les services gouvernementaux, excepté la portion transport. Les services récréatifs et culturels, donc on parle de la piscine, des arénas, et ainsi de suite, les parcs, les mesures d'urgence, que ce soit pompiers, policiers. Les autres, comme les planifications, développement, les déchets, par exemple. Mais il y a droit aussi à une portion des revenus, c'est-à-dire les revenus des arénas, les revenus des permis de construction, de la piscine. Donc, ça diminue ce montant-là à ce moment-là pour arriver à un taux de service partagé de 73,5. Donc, tout le monde à Dieppe, en d'autres mots, paie ce montant-là. À droite, c'est qu'est-ce que c'est que le DSL ou les anciens DSL ne paient pas. C'est-à-dire tous les services reliés aux routes. C'est vraiment le plus gros au niveau des transports. Parce que le gouvernement va leur charger un 41 sous directement pour ces services-là. Les transferts des coûts pour l'eau. Nous, par exemple, ça représente environ 2 millions dans nos budgets.
Mais puisque eux n'ont pas le service des eaux et des égouts, ne paient pas pour ce montant-là. Même chose pour la dette et capital de l'opération. Ça représente quand même 25 de notre budget qu'eux ne paient pas de ce côté-là. Et les autres, et les revenus locaux, donc comme des transferts à la réserve que j'expliquais tantôt, qui donnent un taux des services locaux de 63 sous. Mais, comme je disais tantôt, eux ne paient pas ces 63 sous-là, je parle des anciens DSL, mais paient plutôt le 41 cents à la province pour le service des transports surtout. Donc, qu'est-ce qui arrive pour une maison à Dieppe? Ça fait une couple d'années que je présente cette diapositive ici. On peut voir qu'en 2025, par exemple, une maison pouvait être évaluée à sa valeur réelle à 525 000. En 2026, qu'est-ce que c'est que la province a fait vraiment? Et c'est la partie du bas. On peut voir que la valeur imposable, elle, demeure la même, c'est-à-dire qu'à 439 000. Par contre, la valeur réelle, elle a pu augmenter. On n'a pas encore reçu les chiffres, d'ailleurs, encore, là. Mais en moyenne, avec qu'est-ce que c'est que j'ai su de la province, ça aurait pu augmenter d'environ 5 à Dieppe. Ce qui veut donc dire que cette maison-là va passer de 525, exemple, à 550, mais que sa valeur imposable demeure tout à fait la même, qui creuse l'écart entre la valeur réelle et la valeur imposable, et finalement le programme de protection de la hausse. Est-ce que ce programme-là va revenir à nouveau l'an prochain? On verra qu'est-ce que c'est qui va être annoncé. J'assume que c'est ça qui va arriver. C'est qu'est-ce que je pense, que le gel était seulement pour 2026. Mais je n'ai pas une boule de cristal, donc on va attendre de savoir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là. Donc, pour cette maison-là, qui était à 439 000 au niveau de la valeur imposable, avec le même taux d'impôt foncier, fait donc en sorte qu'il n'y a aucun changement au niveau de la facture d'impôt foncier pour la majorité des maisons à Dieppe, en d'autres mots. Un peu la même histoire pour les taux non résidentiels. Le taux résidentiel se calcule à l'aide du taux résidentiel fois le taux de 1,65, étant donné que le taux résidentiel est demeuré le même et le 1,65 est demeuré le même aussi. Donc, le taux pour les compagnies, si on veut, les non résidentiels, va demeurer aussi le même pour l'année prochaine. Maintenant, au niveau des sources de revenus, tantôt je vous ai parlé de 4,3 millions d'augmentation. Donc, ça nous apporte un budget total de 89 600 000 $. Si je vais un petit peu plus en détail maintenant là-dessus. Là, j'utilise un terme, là, Grand Dieppe, c'est vraiment pour ma diapositive ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en d'autres mots, le Grand Dieppe et les anciennes limites de la ville de Dieppe et les deux DSL qui se sont rajoutés avec nous. C'est ça que je parle de Grand Dieppe. Lorsqu'on regarde l'assiette fiscale de la ville de Dieppe avec les anciennes limites, on peut voir que l'assiette fiscale a augmenté de 4,9 donc se situe à 3,72 millions. Le taux d'imposition, ben, il a demeuré le même, donc il n'y a aucun changement de ce côté-là. Les assiettes fiscaux de Rear Lake Burn et de Scoudouc, eux, ont augmenté de 70 000, qui représente quand même à 6,2 de leur côté. Et avec l'augmentation de 5 sous, c'est un 90 000 de plus qui embarque ou qui devient de l'impôt foncier pour arriver au 81 millions, 14. Donc, augmentation de plutôt, 4,9 et non 3,9. Ben, plutôt 3,9 millions, 4,9 %. On enlève ça de là. Au niveau des autres revenus, on a un total de 8,5 millions. La première ligne, on en a parlé tantôt, le surplus de 2024 versus 2023, donc de 1,1 million. Le transfert à la réserve qui augmente aussi, c'est-à-dire que la façon que j'établis ce transfert-là de la réserve, c'est vraiment pour payer les ponctuels. Ça fait depuis 2-3 ans que je le fais à peu près. Donc, vous allez voir un peu plus tard dans la présentation que les ponctuels sont de 2,1 millions. Les revenus des glaces sont évalués à 1,77 millions, donc une augmentation de 120 000.
Revenu du centre aquatique, une légère diminution de 30 000, puis se situe à 630 000. Je pense qu'il y a une fermeture aussi de la piscine qui est cédulée pour l'an prochain, donc qui peut jouer avec ces chiffres-là. Les permis de construction, on peut voir une diminution de 220 000, donc pour arriver à 900 000. Ici, on y va un petit peu de façon prudente. On s'aperçoit que le marché est peut-être en train de diminuer un peu. On avait quand même 1 million auparavant de permis de construction de revenus. Permis de construction de budgété, on l'a diminué à 800 000, celui-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit une diminution de 200 000. C'est juste pour être un petit peu plus prudent de ce côté-là. Mais cette année, on est au-dessus de 1,4, 1,5 million. Là. Je pense qu'on est rendu déjà en permis de construction. Donc, c'est une très bonne année qu'on a cette année. Les subventions de financement, donc, c'est demeure le même, à peu près à 500 000. Et les autres revenus de 1,44 million, donc une légère diminution de 200 000 de ce côté-là. Au niveau des dépenses, on peut voir que le budget 2025 est passé de 85 millions à 89 millions. Donc, c'est là notre 4,3 4,3 millions, excusez. Cependant, pour l'analyser un peu mieux, qu'est-ce que je fais? J'enlève les ponctuels, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'an passé qu'on a payé qui ne devrait pas se représenter à nouveau cette année. Là, il y a la réserve de 400 000 et les ponctuels de l'an passé qui étaient 2,3 millions pour arriver à un budget de base de 82 millions. Du 82 millions et arriver aux 89 millions, on peut voir un écart de 7 millions. Ces 7 millions-là, il y a le transfert de la réserve de 2026 qui fait partie de ces 7 millions-là, donc de 1,5 million. Les nouveaux ponctuels de 2023 de 2,1 millions. Les nouveautés N2, ça c'est vraiment les nouvelles dépenses. Ici, on parle de 700 000 qui se répètent année après année versus les ponctuels qui sont des one-shot deals. Et la gestion des actifs, on continue à mettre plus d'argent de ce côté-là, donc de 1,1 million. Les dépenses existantes, eux, ont augmenté de 1,6 million. Donc, ces 4 morceaux-là, c'est justement mes 4 prochaines diapositives parce qu'on va regarder ça de plus près. Pour ce qui est des transferts à la réserve, donc l'an passé, le transfert était de 400 000. Vraiment, c'était le surplus de 2023 qu'on transfère à la réserve par la suite, comme le plan financier nous le dicte. Pour ce qui est du budget 2026, on parle d'un montant de 1,5 million. Même chose ici également, on prend le surplus de 2024 de 1,1 million et on le transfère à la réserve. Par contre, celle-là a une petite histoire, ce 1,1 million-là. C'est-à-dire que l'an passé, il y a un de nos camions de pompiers qui est vraiment... on a été obligé de l'abandonner, donc il a fallu en trouver un autre. C'était probablement un achat d'urgence qui n'était pas planifié, il était planifié d'une couple d'années, mais pas là. Donc, on s'est dit, ben regarde, on a un 1,1 million de surplus en 2024, utilisons-le pour payer justement ce camion-là qui s'en vient. Le camion, on l'a reçu cette année, en 2025, il a été payé à travers la réserve. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-ci? On renfloue la réserve avec ce 1,1 million-là en 2026. Et la dernière ligne, c'est qu'est-ce qui est nouveau cette année? Je l'ai parlé un petit peu tantôt au niveau de la GRC. Donc, la facture totale de la GRC était vraiment, si je parle pour Dieppe, était de 12 millions. Mais ils ont connu un surplus de 2 millions l'an passé. Notre portion à nous autres de 2 millions est d'environ 400 000. Donc, notre facture ou le budget a diminué de 400 000. On est passé de 12 millions à 11,6. C'est qu'est-ce que c'est que j'ai budgété dans nos livres, le 11,6 millions. Cependant, ce 400 000-là, ben, je le mets en réserve pour essayer dans les années futures d'enlever d'avoir une espèce de réserve de stabilisation pour justement faire en sorte que ça arrête de fluctuer, ce surplus-là au niveau de la GRC. Donc, je le park en réserve, ou je le stationne en réserve, je devrais dire, pour les années futures afin de garder la facture, d'avoir le moins de surprises possible, si on veut. Au niveau des dépenses ponctuelles, donc de 2,1 millions,
C'est un mix de deux choses. Donc, les dépenses de l'an passé qu'on n'a pas fait et les dépenses nouvelles de cette année. Donc, pour cette année, on note pour 1,2 million. Je vais passer la liste tantôt. Et un 900 000 des demandes ponctuelles de l'an passé qu'on n'a pas fait. L'an passé, on avait des ponctuels de 2,3 millions. Là-dessus, on a fait 1,4. Il en reste 900 000 à faire là-dessus. OK. Donc, pour ces points ici, je vais passer à travers la liste. Si vous avez des questions, mais c'est pour ça que tout ce beau monde-là est ici aujourd'hui. On va pouvoir répondre justement à leurs points qui est à eux. Donc, au niveau de l'administration, on parle de l'escalier de l'hôtel de ville. On est en train d'arranger tout de suite l'escalier du côté de l'Acadie. Là, ici, on parle de l'escalier près de la fontaine. Donc, il y a besoin de réparation. On parle de 50 000 ici. On parle de l'entrepôt, c'est-à-dire que on essaie d'enlever l'entrepôt qu'on a présentement pour les archives qui est au marché et l'apporter plus près de nous, soit à la bibliothèque. Il y a une salle là de disponible, mais il faut faire des ajustements de ce côté-là. Donc, c'est à 50 000 à cet effet. En communication, on parle de la migration vers une nouvelle plateforme au niveau de l'intranet. Donc, c'est un montant de 15 000 $. Encore une fois, en communication, les enseignes de bienvenue au niveau des autoroutes. Donc, on veut en rajouter, surtout au niveau de l'autoroute 2, si je ne me trompe pas, de 110 000 $. Il y a l'illumination de l'hôtel de ville, les lumières qui sont dehors. Je pense qu'il y aurait place à l'amélioration de ce côté-là, d'avoir un petit peu plus de bling-bling, si on veut, de 100 000. Et il y a un programme qui se continue, c'est-à-dire le consultant au niveau de la francophonie. L'an passé était la première année que ça avait été alloué au budget. C'était pour une période de 3 ans. Donc ici, on est rendu à la deuxième année pour un montant de 125 000. Au niveau de l'immigration, on parle d'une analyse annuelle, constat d'immigration francophone pour la ville de Dieppe d'un montant de 21 000. Et également en immigration, la mise en œuvre stratégie de Dieppe en matière d'immigration, un montant de 5 000. Du côté des finances, on parle de la consultation de la gestion des actifs. La dernière fois qu'on a fait ce rapport-là est en 2021, donc 2026, ça fera déjà 5 ans. Et la province nous demande justement de le mettre à jour afin d'avoir des financements ou d'être éligible à des financements. Si je continue la liste, au niveau de l'incendie, il y a un nouveau logiciel qui est le logiciel FirstDo pour remplacer le système Crisis, un montant de 51 000. Remplacement des combinaisons de lutte contre les feux de forêt, un montant de 46 000. Au niveau du patrimoine, le projet d'un circuit patrimonial. On avait mis des argents l'an passé, ils n'ont pas été utilisés et on en rajoute un autre, un peu plus de 8 000 $. Acquisition et aménagement d'enseignes aux installations récréatives extérieures. Ici, c'est vraiment le projet de visibilité corporative et ça va rapporter des commandites pour pouvoir justement accéder à ces enseignes-là. Donc, un montant de 45 000. Au niveau des TI, là, je dis TI, mais vraiment ici, c'est vraiment multisectoriel. C'est le logiciel de projet Jacques Artaud, un montant de 95 000. C'est autant pour travaux publics, ingénierie, environnement. Donc, c'est vraiment, c'est multisectoriel de ce côté ici. Consultation pour le développement du plan stratégique de TI, donc un montant de 95 000. Tantôt, c'est 102 000, excusez. Au niveau juridique, on entrevoit un code court qui a commencé cette année, qui va sécher l'année prochaine. Donc, on y ajoute un budget de 100 000 $. L'environnement, étude du réseau écologique. Donc, l'an passé, on avait un montant de 50 000. On rajoute un autre montant de 50 000. C'était vraiment sur 2 ans, là aussi. Donc, on est à l'année 2 de 2. Et l'urbanisme, plan d'aménagement municipal et arrêté de zonage. On est à la dernière phase, un montant de 200 000. Ça ne veut pas dire que ça va être terminé en 2026, mais ça serait la dernière fois qu'on y met des montants d'argent. Donc, s'il reste des argents, ça va se poursuivre dans les années futures. Je peux peut-être m'arrêter à ce moment-ci si jamais il y a des questions sur les ponctuels que je viens d'énumérer. Il y avait une question pour Madame Leboutier. Vous avez... Merci, M. le maire. Non, ça a été répondu. Ça a été répondu, OK, merci.
Semble que non. On continue. Pour ce qui est des ponctuels de 2025 qui n'ont pas été tout à fait utilisés ou faits au complet, on parle au niveau du bâtiment, l'aménagement de l'hôtel de ville. Donc, on continue de ce côté-là, un montant de 90 000. Ingénierie, études de circulation pour la rue Champlain au niveau du centre-ville. C'est un montant qu'on avait de 100 000 l'an passé, donc ça n'a pas été fait. On le redemande pour cette année. Au niveau TI, la consultation pour divers projets, on avait l'an passé un montant de 125, on a utilisé un peu. Donc, il reste une balance de 110 qu'on aimerait reporter à cette année. Au niveau de l'environnement, études de réseau écologique, là également, j'ai justement de dire tantôt, c'était l'année 1 de 1, on a eu un montant de 50 000, il y a eu 14 000 d'utilisés, il en reste 36 qu'on veut utiliser pour l'an prochain. Le plan de gestion urbaine, c'était un montant de 50 000 qu'on avait reçu l'an passé, il en reste 15 000. Plan de développement durable, ça n'a pas été fait l'an passé, donc c'est le plein montant de 60 000 qu'on demande pour cette année. L'administration, au niveau de l'étude de faisabilité du marché, c'était originalement un montant de 180 000 qui avait été accepté, ce côté-là. Au fil des années, on parle de 2-3 ans, il y a 80 000 qui a été utilisé, donc il en reste encore 100 000. Initiative francophonie, 100 000, il n'a pas été utilisé ce montant-là. Et le mur de reconnaissance à l'Uniplex, un montant de 50 000. Même chose, c'était demandé l'an passé, n'a pas été fait. Donc, ça se poursuit pour cette année. Au niveau de la mobilité urbaine, infrastructure nouveau arrêt de trajet. C'est un montant de 22 000 qu'on avait reçu l'an passé. On continue avec 15 000. Le circuit patrimonial, je l'ai mentionné tantôt, montant de 10 000. Le livre patrimonial pour le 75e de la municipalité, c'est un montant de 50 000. Je ne me trompe pas qu'on a reçu ici. On a utilisé 40 000, donc il en reste 10. Stratégie de croissance urbaine et plan secondaire, c'est un montant de 240 000 qu'on avait ici l'an passé. On a utilisé 160 000, donc il y a eu beaucoup de travail de fait. Il en reste 80. Stratégie pour offrir des événements. Ici, c'est un montant qu'on avait en réserve. Et puis, qu'est-ce qu'on demande ici? C'est vraiment pour un peu booster les événements pour les 2 prochaines années. Donc, on va chercher 80 000 de la réserve qui était déjà pour les événements. On le met sur papier cette fois-ci pour être utilisé en 2026 afin de bonifier le 75e, le Festival Franco, le 15 août, entre autres. Et travaux publics, consultation, analyse des besoins du centre des opérations, un montant de 75 000. Donc, ça donne le montant de 931 000 pour les ponctuels de 2025. Pour les nouvelles dépenses maintenant. Les nouvelles dépenses ont augmenté de 700 000. Le premier, on vous demande ici une enveloppe pour les nouvelles ressources humaines d'un montant de 400 000 environ. En deuxième lieu, on a les nouvelles demandes, c'est-à-dire de 300 000. Il y a le transport en commun. On a eu une très belle présentation la semaine dernière là-dessus pour expliquer justement qu'est-ce qu'était ce 200 000 $-là. Il faut dire que la majorité avait été budgétée en 2025. Pour cette année, ça n'a pas eu lieu. On a eu des autobus en retard, donc on remet ça en 2026. Au niveau des 3 logiciels de TI, c'est-à-dire, ça ici, on parle des frais opérationnels ou les licences, si on veut, à chaque année. On parle du Remix, Jacardo et First Due. Un 5 000 $ pour une location de voiture pour le département ou le service de TI. Et en dernier lieu, on parle de 50 000 pour la mise en œuvre du plan de parc et espace vert. Au niveau de la gestion des actifs, j'ai mentionné qu'on avait augmenté de 1,1 million, ou plutôt 1,7. Ici, je rajoute la dette là-dedans. Pour le plan financier, ça fait quand même depuis 2018, quand on l'avait établi, le plan financier, on met 25 % envers la gestion des actifs. Ça comporte 3 choses. Et c'est ces 3 composantes ici. Le capital de l'opération, programme de remplacement d'actifs, ainsi que le service de la dette. On s'assure que ces 3-là, au niveau du budget total, équivaut à 25 %. Pour ce faire, on augmente le capital de l'opération de 500 000, les programmes de remplacement d'équipement de 1,2 million et le service de la dette de 600 000.
Si on aurait eu la dette, ou si que j'aurais fait l'emprunt cette année, où j'aurais venu vous voir pour faire l'emprunt, ben, justement, le remboursement de la dette aurait augmenté de 600 000, qui veut donc dire que le scénario aurait été, exemple, service de la dette zéro, mais le programme de remplacement d'équipement aurait été de 600 000. Le tout aurait quand même donné 1,1 million, mais juste à différents morceaux. Le 600 000 aurait passé de un versus l'autre. Donc, à cause qu'on a pu transférer cette dette-là pour une année, c'est le programme de remplacement d'actifs qui en a bénéficié pour cette année, en d'autres mots. En dernier lieu, c'est les dépenses existantes de 2026. Donc, ceux qui se continuent, qu'est-ce que c'est qui nous coûte plus cher, en d'autres mots? L'inflation, ces genres de choses-là. Le premier, on en a parlé tantôt, donc les 600 000 au niveau de la GRC. Et là, c'est le montant net, c'est-à-dire le 1,5 million moins le 800 000 que je vous ai montré durant la première ou la deuxième diapositive. 500 000 au niveau des salaires existants, donc l'augmentation qui a été accordée au niveau des salaires. 360 000 au niveau de l'électricité et chauffage. On sait tous que l'électricité coûte plus cher. On a quand même beaucoup de bâtiments de notre côté, donc c'est un montant de 360 000 de ce côté-là. 100 000 au niveau des logiciels TI comme Microsoft 365. Je pense que vous avez tout été impliqué d'une manière ou d'une autre à cette évolution-là. Et Planivar. Au niveau du coût d'évaluation foncière, c'était 55 000. Le coût de l'eau en continu, 50 000 par année. C'est vraiment, ça fait 17, 18 ans, je suis ici à la ville, puis on l'a toujours augmenté de 50 000 par année, celui-là. 60 000 au niveau des autres et un 200 000 de moins au niveau de stratégie de logement. Pour celui-ci, le tout dernier, on peut voir qu'on est rendu à une réserve de 600 000. La stratégie de logement a commencé en 2023. On en mettait 250 000 depuis à tous les années. Par contre, il y en a à peu près 50 000 qui se faisaient utiliser. Ce qui veut donc dire qu'à chaque année, on a accumulé environ 200 000 par année et on l'a mis en réserve. On s'est dit, bon, ben, regarde, on va ralentir un peu ce programme-là et puisqu'on a un montant en réserve de 600 000, on va le diminuer à 50 000. Donc, le budget opérationnel a passé de 250 à 50. Si, admettons, ça nous coûte 100 ou 150 au niveau de la stratégie de logement, on a de la réserve assez pour aller puiser et on se réajustera dans les années futures si jamais on doit le faire. Mais pour l'instant, on s'est dit qu'on en mettait un petit peu trop pour qu'est-ce que c'est qui avait été utilisé et l'argent est en réserve pour l'utiliser lorsque c'est qu'on aura besoin. Au niveau de la distribution des fonds, et là, je termine pas mal ma présentation, à part que il m'en reste. C'est l'avant-dernière, c'est ici. Je vais te ralentir un petit peu, mais je vois que Mme Leboutier avait une question. Merci, M. le maire. C'était concernant la GRC. Les 700 000, pouvez-vous me rappeler, est-ce que cette augmentation-là, elle est due à la présentation qu'ils nous ont faite et les surplus que vous avez de 1,7? Comment vous êtes arrivé avec les 700 000 de surplus, basé sur la présentation qu'ils ont faite la semaine passée? Merci. Le 600 000, la présentation de la semaine passée, eux mentionnaient un budget de 12,1 millions. Le budget qu'on a ici ce soir a un coût de 11,6 millions. Donc, ne comprend pas les nouvelles ressources humaines. Le point 7 est la différence et l'augmentation de l'an passé. Donc, le budget de l'an passé est environ 11 millions, 10,9 millions. Cette année, il est à 11,6. Mais c'est le résultat, comme j'avais expliqué tantôt, que la vraie augmentation du budget est de 1,5 million, mais que j'ai réduit de 800 000 à cause de déficit/surplus qui nous a aidé qui a aidé la facture, si on veut, en notre faveur. C'est le 700 000 que je vous présente ce soir. D'accord, merci beaucoup. C'est tout? C'est bon? On continue. Donc, ici, on fait une petite récapitulation des... je l'ai massacré le mot, je pense, en tout cas. Au niveau des salaires, on parle de 27,5 millions, qui fait partie du 89,6 millions total.
augmentation de 900 000. Des commissions externes de 17,2 millions, donc augmentation de 600 000. Ici, on parle de la GRC, on parle de Kodiak Transpo, on parle de, excusez, la CSR, exemple, expansion d'IA. Les coûts de l'eau, eux, augmentent. Ben, on ne le voit pas à cause que c'est le 50 000 n'a pas fait la couette dans la... Je suis en train de perdre la voix, donnez-moi 2 secondes. Donc, le coût de l'eau, lui, est rendu à 2,05 millions. Le capital de l'opération, programme de gestion des actifs, à 15,7, donc une augmentation de 1,7 million. Service de la dette, on voit la diminution de 600 000 pour s'établir à 5,4. D'ailleurs, le ratio est rendu à 6 environ. C'est pas mal le plus bas qu'on l'a jamais vu, mais c'est un peu artificiel à cause que, qu'est-ce que c'est, je vous ai expliqué que j'avais repoussé d'un an un emprunt de 6 millions. Transfert aux réserves, une augmentation de 1,1 million pour arriver à 1,5 et les autres dépenses à 20,3 millions, donc une augmentation de 0,6 millions pour un total de 89,6 millions. En dernier lieu, c'est un peu, on essaie de sortir la boule de cristal. Qu'est-ce qui va arriver les 5 prochaines années? Comparativement à l'an passé, la situation où on se trouvait, on ne savait pas qu'il y avait un gel des évaluations foncières qui allait nous arriver. À ce moment-là, l'an passé toujours, on savait qu'il y avait quand même encore un écart entre la valeur imposable d'une maison et la valeur réelle d'une maison et qu'il allait y avoir des augmentations qui s'en venaient dans les années futures. Bon. C'est ce que je vous ai présenté l'an passé. Cette année, j'ai été un petit peu plus prudent ou juste vous présenter quelles sont les augmentations de l'assiette fiscaux qu'on a besoin, si on veut, afin de garder la variation de la taxe foncière neutre, c'est-à-dire qu'on ne change pas le taux de taxe. Donc, c'est une différente manière de voir ça. Pour les augmentations, donc, cette année, on a connu 4,9 %. Je me dis, bon, ben, regarde, on va la diminuer un peu pour les prochaines années, à 4,5 à 4 %. Si, par exemple, l'assiette fiscale l'an prochain était plus haute que ça, là, on pourrait penser à diminuer le taux de taxe comme qu'on a fait durant les 4 dernières années. Mais pour l'instant, ne sachant pas qu'est-ce qui s'en vient, j'aime autant être prudent, comme je disais, puis on va garder ça à un 4,9, 4,5. Et qu'est-ce que ce montant-là vraiment représente? Et j'ai oublié de vous mentionner ça au tout début. Lorsqu'on a dit que qu'on a augmenté de 5,5 %, c'est vraiment la nouvelle construction qui est le 5,5 %, ou peut-être 5,4 %. C'est la grosse majorité de l'augmentation de 5,5. Le point 1 ou la petite balance qui n'est pas la nouvelle construction est vraiment lorsque c'est que les maisons se font vendre à Dieppe. Et à ce moment-là, lorsque c'est que ça arrive, il y a un reset qui se fait. C'est-à-dire que si la maison, par exemple, elle avait une évaluation foncière de, je veux dire, 400 000 et se vend à 525, bien là, à ce moment-là, Évaluation Nouveau-Brunswick va réévaluer cette maison-là à 525. Ne recommencera pas à 400 000 où elle était au tout début. Donc, la personne qui achète une maison perd, si on veut, cette différence-là. Donc, pourrait être inclus dans le 4,9 % ou le 5,5 %. Au niveau des budgets d'immobilisation, on peut voir qu'on regarde, ça se maintient environ à 40 millions. Les emprunts, eux, pour les 2 prochaines années, se situent en bas de 8 millions, mais par la suite devraient augmenter à environ 14 millions. Ici, la grosse différence, c'est que c'est le boulevard Dieppe. Le boulevard Dieppe est quand même une grosse construction où c'est qu'on a beaucoup de subventions, mais par 2028, ça sera terminé et on n'a pas vraiment de subventions d'anticiper autant que le boulevard Dieppe. Et le ratio d'endettement devrait augmenter de 6 et arriver à 9,1 % avec ce scénario-ci. Ça représente, Monsieur le maire, le budget 2026, s'il y a des questions. Merci bien
nous avoir présenté ça d'une façon qu'on essaye de comprendre. Alors, question de la part des membres du Conseil. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. J'ai une couple de différentes questions sur une couple de différents sujets. Je voulais revenir avec l'autorité policière en partie. Je reconnais qu'on a des augmentations de revenus d'à peu près 4,5 millions et puis qu'au niveau du service de police, ça va quand même absorber 1,5 million, quasiment un tiers du budget quand on regarde ça de façon annualisée. Et puis, si je comprends bien, ces montants-là, ce qu'on a vu, c'est que ça inclut la nouvelle bâtisse, parce qu'on a quand même une nouvelle bâtisse qui est en place. Et puis, c'est aussi l'embauche des 17 nouveaux membres qu'on a eus et qu'on a approuvé l'année passée, mais qui ont été embauchés au courant de 2025, qu'on n'a pas absorbé les coûts parce que vraiment, dans le mois de septembre, ils avaient embauché 7 des 17. Là, fait que les derniers 10 rentrent vraiment maintenant, mais l'année prochaine, on aura à absorber le coût entier de ces 17-là. Exact. Alors, avec ça, on a quand même eu une demande de l'autorité policière dans leur nouveau budget pour un montant additionnel de 15 nouveaux membres, même si on n'a pas encore tout embauché les 17 qui ont été approuvés, ils ont demandé 15, mais on n'a pas été donné les données pour essayer de valider ça. Alors, si je comprends bien, dans le budget qu'on a, on ne veut pas ajouter ces 15-là avant qu'on ait des données pour venir les appuyer. Selon le vœu du Conseil, c'est qu'est-ce que j'ai effectué de ne pas inclure ces nouveautés-là dans le budget. Bien, comme représentante de l'autorité policière, j'endosse votre approche pour l'instant, c'est certain. Alors, merci pour ces informations-là. Ma deuxième question que j'avais, c'était plutôt au niveau du projet de densification douce. On s'entend que dans le projet de densification douce qu'on a, on a un montant de 7 millions qui est un montant non remboursable du gouvernement fédéral. Je voulais juste voir quel serait l'impact si jamais les conditions de cette contribution non remboursable n'étaient pas satisfaites. Quel serait l'impact sur le taux de dette? Je pense que la semaine passée ou 2 semaines passées, vous nous aviez indiqué si on n'avait pas ces montants-là, il faudrait qu'on emprunte. Alors, qu'est-ce que ça ferait avec les chiffres que vous nous avez donnés? Quel serait l'impact sur le niveau d'endettement qu'on aurait en 2026 si la densification douce n'est pas approuvée telle qu'elle est prévue présentement dans l'entente de contribution avec le gouvernement fédéral? Donc, la semaine dernière, on vous a présenté les budgets d'immobilisation. Je n'ai pas les chiffres devant moi aujourd'hui, mais de ce que j'y vais de mémoire, nous avons environ 2,1 millions qu'on a affecté du financement de la FACL envers un projet d'immobilisation. Donc, on aurait des décisions à prendre si jamais on n'a pas ces argents-là. Comme des raisons, c'est soit qu'on annule le projet, ou soit qu'on va emprunter d'autres, qui est le scénario que vous semblez déterminer aujourd'hui. Donc, si on va emprunter, on parle de 2 millions. 2 millions sur les prochains 15 ans, c'est un remboursement de 200 000. Donc, c'est l'impact sur le ratio d'endettement, comme des raisons, sera un peu plus haut que qu'est-ce que c'est qu'on voit là aujourd'hui. Peut-être, quand viendra le temps, si vous avez la chance de regarder ça un petit peu plus près, ça serait intéressant d'avoir des scénarios ou des idées de ce que ça pourrait représenter comme pourcentage. Ça viendrait, je pense, être pertinent dans nos réflexions. Moi, j'avais une troisième question, si ça ne dérange pas, M. le Président. Oui, allez-y. Au niveau des permis de construction, j'ai peut-être mal compris. En 2025, on va sur un trajet d'à peu près 1,4 million à peu près de montant. Oui. Puis qu'est-ce que vous avez dans le budget pour l'année prochaine? 800 000. Ça me semble réduit comme très conservateur comme approche. Si on regarde la tendance qu'on a eue dans les derniers 4 ans, ça serait quoi? Quand est-ce que la dernière fois qu'on a eu 800 000 de permis de construction? Je vous dirais 4-5 ans passés. Puis on se fie sur quoi pour baisser ça à ce niveau-là? Juste une diminution de la construction, une tendance générale? On voit que l'appétit n'est pas aussi grand qu'elle l'était, donc on veut s'assurer qu'on n'aura pas des revenus manquants pour l'année prochaine. OK. Écoute, je suis très conservatrice dans mon budget personnel, je comprends l'approche. Ça me semble très conservateur dans cette année-là. Puis je comprends que vous avez vos raisons d'être conservateur dans certaines régions, mais je vous ai vu aussi être beaucoup de précautions dans d'autres domaines déjà. Fait Faut dire ça semble un peu redondant, là, votre précaution. Là. On l'a aussi aligné avec la stratégie de logement qu'on a diminué de 200 000. On s'est dit, bon, ben, vu qu'on perd un 200 000 là, ben, regarde, on va diminuer le revenu de 200 000 aussi, donc ça a eu un effet neutre sur les budgets. OK.
Je voulais juste confirmer en termes de montant dans le budget qu'il y aurait pour des achats de terrain par la ville. On a vu dans les années passées qu'on a voulu avoir ça comme une priorité au conseil. J'ai-tu compris qu'on n'a pas d'augmentation ni de diminution, on maintient le budget qu'on a eu dans le passé pour des achats de terrain ou d'autres choses? Ça aurait dû être une question de la semaine dernière au niveau des immobilisations. Ouais. Je n'ai pas les chiffres devant moi pour les achats de terrain, non. Mais je ne vois pas de changement en général comme de gros montants. Là. OK. Deux dernières petites choses. Au niveau de la GRC surplus fluctuation, je partage ta frustration avec le surplus qui se produit. Je vous dirais que c'est en train d'être adressé de façon directe avec l'autorité policière. On aurait voulu faire plus de progrès envers ça cette année, mais c'est certainement un objectif pour l'année prochaine. Alors, patienter un petit peu plus, mais je suis d'accord. C'est très difficile pour vous et puis j'apprécie votre patience sur ce côté-là parce que cette idée-là de surplus qu'ils ont rend la tâche difficile pour vous dans votre budgétisation, puis ça rend la tâche aussi à l'expliquer au conseil. Alors, merci pour votre patience. Surtout qu'ils ont passé d'un déficit de 2 millions à un surplus de 2 millions de 2023 à 2024, donc ça crée un gros impact. C'est très difficile, je suis d'accord avec toi. Et puis, ça ne peut pas se maintenir. Et puis, je pense que le conseil a fait ce qu'ils ont pu. Ils ont envoyé quand même une correspondance, ont pris des résolutions pour essayer de leur demander qu'ils règlent ça on va espérer, en 2026. Alors, dernière question, vous avez mentionné la gestion des actifs. Dernière fois qu'on a révisé la politique, c'était effectivement en 2021. C'était une de nos premières années, ma première année autour du conseil. On avait parlé de la possibilité de regarder et inclure des gestions des actifs naturels là-dedans. Puis, ça compliquait un peu l'affaire. Quand vous demandez pour un montant ici pour essayer d'explorer ça, est-ce qu'on va essayer de regarder la possibilité d'inclure la gestion des actifs naturels dans cette politique-là ou est-ce qu'on va essayer de faire ça de façon séparée? Le montant que je vous ai mentionné est vraiment pour les actifs qu'on a, les vrais actifs, si on veut. Mais par contre, au niveau des actifs naturels, justement, j'ai ici M. Alexandre qui a fait des démarches envers un webinaire qui est disponible pour nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que les actifs naturels au point de vue des municipalités. Donc, c'est quelque chose qu'on va entreprendre tout prochainement. Oui, ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'on intègre ça dans notre politique, comment est-ce qu'on regarde ça. OK. Ça fait le tour de mes questions initiales. Merci, M. le maire. Merci. Juste pour corriger une chose, quand on parle de faire qu'on sauve de l'argent, on essaye de ne pas utiliser le mot conservateur. Conservateur. Ah! On est prudent. On n'est pas conservateur, on est prudent. Je concède le point. Je voulais effectivement dire que c'était la prudence qui était comme définition que je visais. Merci. Juste au cas que quelqu'un d'autre décide d'embarquer dans la discussion. Là. Étant tellement apolitique, ça ne m'a jamais venu à l'idée que ça se pourrait être interprété autrement. Merci. Apolitique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Même s'il a éteint sa lumière? Oh, j'ai pas fini. Il y a Louis Legault qui s'en vient. Je me prépare juste. OK. Donc, maintenant, nous voilà. Oui, nous voilà. Ça sent bien, là. C'est beau. C'est bon. À la présentation du budget de fonctionnement d'eau et d'égout 2026. Ça va y aller un petit peu plus vite, celui-ci, un petit peu moins de diapositives. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose pour 2026? C'est que les taux demeurent essentiellement les mêmes, exactement les mêmes. On avait un taux de 948 l'an passé. On propose pour 2026, j'ai l'an passé, cette année. Et pour 2026, on propose 948 également. Donc, au niveau de l'eau, on garde le même taux, 500 $, et l'égout de 448 $, qui est une composition de nos dépenses en égout, ainsi que Transaqua, donc le 210 $ de l'unité pour Transaqua. Le budget maintenant, l'an passé était de 16 millions, il est rendu à 16,5 millions maintenant. Les revenus en hausse sont de 7,19 millions, en égout de 6,44 millions. On a l'argent qu'on reçoit du fonds de fonctionnement général, donc le fameux 50 000 de plus par année que j'ai mentionné tantôt. Donc, c'est vraiment un transfert entre le fonds de fonctionnement général et le fonds d'eau et d'égout, donc de 2 500 000, 50 000. Et les autres revenus de 860 000.
qui consiste en transfert de la réserve, par exemple, et les revenus de placement. Au niveau des budgets, donc l'analyse, c'est comment est-ce qu'on s'est rendu d'un budget de 16 millions à 16,5 millions. Comme de raison, comme tantôt, j'enlève les transferts de la réserve ainsi que les ponctuels de 2025 pour arriver à un budget de base de 15,2 millions. Et ensuite de ça, on rajoute les 4 morceaux ici, c'est-à-dire les ponctuels nouveautés N3 de 2026, les nouveautés N2 de 2026, les transferts à la réserve de 680 000, ainsi que les dépenses existantes de 310 000. Je vais y aller en détail pour ces 4 chiffres ici. Tout d'abord, au niveau des ponctuels N3 de 2026, donc les nouveautés, c'est-à-dire les one-shot deals, on parle d'un montant de 137 000. Le premier, c'est un montant de 62 000 qui était de mise en service d'un puits à la source d'eau. L'an passé, ce montant-là avait été demandé de 80 000. Il y a à peu près 18 000 qui ont été dépensés, donc il en reste 62 pour cette année. Consultation TI pour les projets. J'ai marqué 2025-2026 car l'an passé, on avait un montant de 25 000. On y rajoute un montant de 20 000 cette année, donc pour 45 000. 30 000 pour les ponctuels de 2026. On parle d'un enregistreur de niveau des puits de surveillance. C'est la demande pour cette année. Au niveau des nouveautés de N2, donc les nouveaux montants d'argent, si on veut, ici, je mets un peu plus l'accent sur la gestion des actifs. Je vous dirais que la valeur des actifs en eau et en égout, les tuyaux, c'est pas mal élevé. Les budgets sont sensiblement plus bas que le fonctionnement général. Donc, j'essaie de n'en mettre un peu plus de côté, si on veut, pour la gestion des actifs. C'est certain que ces actifs-là de tuyaux peuvent être là pour de plusieurs années, mais c'est quand même des gros montants. Donc, j'essaie vraiment de bonifier au niveau de la gestion des actifs d'eau et d'égout. Donc, un montant de 100 000 pour l'eau et l'égout. Transfert à la réserve, 680 000. On parle du surplus de 2024 de 250 000. Et le surplus anticipé de 2026, c'est-à-dire que on a, pour 2026, on a des revenus plus élevés que les dépenses. Donc, on prend qu'est-ce que c'est qui reste comme balance, les 430 000, on le met en réserve. Il faut dire, puis vous allez le voir un peu plus loin dans la présentation, une des choses qui va augmenter au cours des prochaines années, c'est le coût de l'eau de la ville de Moncton. L'an prochain, en 2026, ils ont un projet d'environ près de 10 millions pour adresser le problème des algues bleues-verts et la façon qu'on établit le calcul, que comment est-ce que c'est que nous, en bout de ligne, qu'on va payer pour ces activités-là, ça prend quasiment 3 à 4 ans. C'est-à-dire que l'année 2026, on aura les vrais chiffres seulement à la fin 2027 pour les budgets 2028. Donc, c'est à ce moment-là qu'à partir de 2028, on devrait voir une grosse augmentation au niveau du coût de l'eau. Présentement, ça nous coûte environ 58 sous le mètre cube. Ça devrait passer ou ça pourrait passer, selon les estimations en date d'aujourd'hui, à 78,80 sous. Donc, c'est des grosses augmentations qui s'en viennent. C'est pour ça qu'ici, on peut voir que oui, OK, il y a un surplus anticipé en 2026, mais il va disparaître au cours des années parce qu'on va en avoir besoin de ces argents-là pour faire en sorte que l'augmentation au niveau des résidents d'IEP se fait progressive et pas trop vite. Mais vous allez voir ça, ça va être ma dernière diapositive tantôt. Donc, on continue au niveau des dépenses. On parle des dépenses existantes qui ont augmenté de 313 000. Il y a l'augmentation salariale de 950 000. Il y a l'achat d'eau. L'achat d'eau, même si que le coût de l'eau a passé de 59 sous à 58 cette année, ben, on a acheté pour pas mal plus. C'est-à-dire qu'on passe de 3,5 millions de mètres cubes à 3,85 millions de mètres cubes. Donc, c'est beaucoup plus d'eau. Si vous vous rappelez, je vous disais qu'en 2012, on achetait pour 3,1 millions de mètres cubes. Et en 2024, on était toujours à 3,1 millions de mètres cubes, même si la population avait grossi de beaucoup de 2012 à 2024.
Mais là, c'est en train de nous rattraper. Là. Il y a vraiment des grosses augmentations. La ville grossit vraiment assez vite, donc il fait en sorte qu'il y a de l'eau. Il y a plus d'eau qui est demandée de la ville de Moncton. Mais les revenus sont là aussi en conséquence, parce qu'on a beaucoup plus d'unités. On vend plus, si on veut, d'eau, en tout et partout. On met 150 000 de plus en capital de l'opération et la gestion des actifs. Au niveau de Transaqua, on parle d'un 86 000, qui est vraiment 410 unités de plus à 210 $ l'unité. Il y a des dépenses opérationnelles diverses, donc augmente de 120 000. Et le service de la dette qui diminue de 280 000. Là aussi, c'est une dette qui disparaît, donc il n'y a pas de nouvelle dette et celle-là disparaît. Au niveau de la distribution des fonds, donc pour arriver aux 16,54 millions de budget, on parle des salaires qui représentent 4,33 millions, l'achat de l'eau de la ville de Moncton de 2,2 millions, le traitement de l'eau avec Transaqua, on parle de près de 3 millions, capital d'opération, on est rendu à 2,09 millions, donc augmentation de 350 000. Service de la dette qui diminue un peu, donc à 1,94 millions. L'opération en eau nous coûte environ 1,64 millions versus les opérations pour les égouts de 700 000 environ. Transfert à la réserve de 680 000, qui donne le 16,54 millions. Pour ce qui est des projections pour les prochains 5 ans, on peut voir, suite à mon histoire de tantôt, que les tarifs unitaires, eux, vont augmenter d'environ 8 à 16 $ par année. Ça représente quand même une augmentation d'environ 1,5-1,6 %, qui n'est pas énorme. Mais il faut dire que le 948, on est rendu à la 5e ou 6e année qui a demeuré le même. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça va évoluer. Cependant, dépendamment des unités que moi j'ai budgétées, si c'est plus, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'augmenter de ces montants-là les années futures. Mais si les augmentations que j'ai budgétées sont moins que qu'est-ce que je pense, c'est sûr que ça aura un impact. Donc, c'est vraiment la composante de ces deux items-là. Au niveau du budget de fonctionnement, lui devrait augmenter de 16,5 à 19,5 millions au cours des 5 prochaines années. Les projets capitaux se maintiennent dans les 13-14 millions, à part de la 4e année qui est de suite à 8,2 millions. Les emprunts, eux, se gardent en bas de 4 millions. Et puis, le ratio d'endettement passe de 11,8 à 13,8 %, donc augmente par les petits. Pour ce budget ici, on peut se rendre jusqu'à 50 %, donc on est très en dessous de qu'est-ce que c'est le ratio d'endettement maximum. Monsieur le maire, c'est tout ce que j'avais à vous présenter ce soir. Merci. Est-ce que des questions au sujet des dernières listes d'eau et d'égout? Non? Alors, merci pour la présentation. Je ne vois pas aucune autre lumière de s'allumer. Alors, comme toujours, c'est clair, concis. Et prudent. On s'entend. Merci bien. Alors, s'il n'y a pas de personnes, pas de questions de personnes. Il y a le public, notre vaste public. S'il vous plaît, vous identifiez pour la cause. Bien sûr, M. le maire. Paul Béliveau, résident de Dieppe. Merci. Bonjour, M. Béliveau. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Le membre du conseil, le membre de l'administration. En premier lieu, félicitations à la municipalité pour le prix de distinction reçu et pour vous, M. le maire, 25 longues années, mais des très bonnes années. C'est surtout long pour les autres. Oui, c'est pas discuter à soir. Merci bien pour votre service, c'était grandement apprécié. Félicitations pour le succès que vous avez obtenu avec les années. Le prix que je ne savais pas d'avance qu'elle allait être évidemment mentionné ce soir, c'est sur le sujet justement de nos fameux arbres. Et je vous reviens avec quelque chose que je travaille avec conseiller Lantaigne
pour savoir si qu'il y a une partie du sentier qui relie la rue centrale au chemin Bourg va jamais être refait comme qu'il l'était avant que la construction du projet qui est maintenant là. Parce que moi, j'ai rien vu, puis jusqu'à date, Monsieur le maire, sauf s'il y a quelqu'un qui peut m'amener là puis me montrer où sont-ils les petits poussins qui devraient pousser avec les années, moi, j'en vois pas. Alors, je remets encore la demande à la municipalité de soit, si vous voulez bien, me laisser savoir. Si vous voulez me rencontrer là, je pourrais vous le montrer. Mais jusqu'à date, il n'y a rien de différent depuis que le coup, la coupe, je devrais dire, qui a été faite au blanc. Il n'y a rien qui a été remplacé. Puis, c'était pas seulement des petits broussards, il y avait quand même des arbres d'une certaine taille. Il y a encore les troncs qui sont coupés, qu'est-ce qui reste du tronc. Mais j'aurais voulu savoir si ça n'a jamais été adressé parce que jusqu'à date, j'ai vu aucune différence depuis les temps où, évidemment, ce boisé-là existait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ingénierie qui pourrait adresser la question? Est-ce qu'on parle ici, M. Béliveau, du sentier entre la Bourque et la centrale, le sentier? C'est ça? Oui. Juste François. Et c'est justement à peu près à 200 mètres de la centrale en allant vers la Bourque. Et c'est sur le côté, en arrière du nouveau développement. Merci pour la question. Je peux me permettre de répondre. On a travaillé avec l'Alliance du bassin versant pour planter des petits arbres parce qu'effectivement, dans certains cas, planter sous des arbres existants avec des arbres matures, c'est pas efficace. Les arbres ne pousseraient pas. Mais on va aller mettre de la signalisation, identifier les arbres qui ont été plantés avec le bassin versant. Mais sinon, pour le segment en particulier, on pourra regarder ça ensemble puis aller voir ce qu'on peut faire pour ajouter des arbres. C'est ça que je voulais entendre. J'apprécie. Merci bien. Bonne soirée. Merci bien. Merci de votre présence. Je ne vois pas d'autres personnes qui, dans la salle, vont s'avancer. Non? Alors, ceci étant dit, on va continuer avec la réunion comme telle. Personne au téléphone. Non, pas de courriel non plus par web. Pas de courriel reçu. Non. Alors, on passe à la réunion ordinaire du Conseil. L'adoption du procès verbal, M. le maire, oui. Pardon? L'adoption du procès verbal. L'adoption du procès verbal, oui, de la dernière réunion. Quelqu'un qui propose, conseiller Thibodeau, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La réunion la dernière réunion est acceptée telle que présentée sans aucun changement. Ça nous amène maintenant à l'item 11 pour les motions, mémorandums et nominations. Du côté de l'administration, monsieur. Oui, alors, monsieur le maire, alors, comme premier dossier, vous savez qu'à la fin de l'année, la municipalité doit faire ses provisions des réserves. Cette année, la réunion est cédulée le 8 décembre, qui est un peu tôt à la fin de l'année pour les fins de calculer les montants exacts que l'on doit mettre en réserve. Alors, suite à une discussion qu'on a eue avec vous et après une discussion avec le service des finances, il est proposé de repousser la réunion du 8 décembre au 15 décembre, alors de permettre d'avoir les chiffres plus précis pour vous, pour l'approbation de faire les transferts à la réserve. Alors, avec votre accord, on pourra ensuite afficher publiquement le changement de la date et d'avoir la réunion au 15 décembre. OK. Alors, maintenant, pour la lecture de cette résolution, excusez-moi, Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Que la réunion ordinaire du Conseil prévue le 8 décembre 2025 soit reportée au 15 décembre 2025 à 19 h. Je le propose, M. le maire. Merci. Quelqu'un qui appuie, Monsieur le conseiller Brideau, sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.2,
adoption de la politique A8 pour en faire la résolution comme telle. Alors ici, Monsieur le maire, Oui. vous avez devant vous une modification à cette politique A8 ici. Alors dans le passé, on avait à l'occasion des municipalités qui cherchaient possiblement à faire l'acquisition d'un véhicule que nous, on n'en avait plus le besoin, qui ne répondait plus à nos besoins. Mais pour des petites communautés, pouvaient mieux répondre à leur contexte de la réalité. Alors, on devait, dans le passé, par la politique en place, procéder avec la vente à l'encontre. Alors ici, on vous demande d'avoir une modification qui permettrait de l'offrir aux municipalités, surtout de la région, de la commission régionale, région 7, alors notre entité ici, puis qui pourrait avoir un regard sur la valeur que nous, on accepte de le mettre sur le marché. Alors, c'est une modification. On a un véhicule en question qu'une communauté aimerait bien avoir. Alors, si le conseil est confortable de vouloir procéder et d'aider nos voisins, on va pouvoir procéder. Sinon, on suivra la même politique qui est de faire la vente à l'encontre. Alors, c'est ça la recommandation, M. le maire. Merci. On est toujours là pour aider les autres. Pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Ça bien. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil abroge la politique A8 intitulée Vente de véhicules ou d'équipements et adopte la politique A8 2025 intitulée Vente de véhicules ou d'équipements. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question? Oui, non, question, Madame, excusez-moi, Madame Godbout. Merci. Je suis généralement en faveur de la résolution, mais je voulais clarifier si la politique de délégation, qui met quand même des montants limites, vient encadrer le rôle du directeur général dans l'exercice de la discrétion qui est donnée dans cet arrêté. Non. Si la réponse est non. Alors. Parce qu'on a fait un effort pour donner un montant quand même important de 250 000 $. Il me semblerait que si une décision comme celle-ci aurait un impact de plus que 250 000 $, qui pourrait se faire lors d'une vente d'un camion d'incendie, par exemple, il me semble que cette politique devrait quand même, la politique de délégation devrait cadrer dans cette politique. Elle ne devrait pas dévier à cette politique-là. Elle ne devrait pas être vue comme une permission express pour dévier de cette politique-là. Cette politique-là devra toujours être tenue en considération au niveau du montant maximal du directeur général. Alors, ça devra toujours être en vigueur, oui. OK. Oui. Je pense que ce serait juste un point de clarification oui. là-dessus. OK, merci. Merci. La conseillère Leboutier. Oui, merci, M. le maire. C'est plus une question d'information. Dans la section 1.2, on dit que les pièces d'équipement, et l'avis donné doit comprendre la valeur marchande approximative du véhicule ou de la pièce d'équipement. J'aimerais comprendre comment on arrive pour identifier la valeur marchande approximative. Alors ici, ça, c'était une question que le service nous a demandé parce que c'est pas toujours évident avec l'usure, l'année de la pièce d'équipement et tout ça. Alors, la première des éléments, c'est on va demander à notre personnel de pouvoir faire le constat. Et au besoin, on pourra aussi aller voir une tierce partie pour identifier la valeur dont l'expertise leur est reconnue. Alors, on a toujours cette option-là d'aller voir une tierce partie pour identifier la valeur de la pièce d'équipement. Mais en premier, on regardera aussi à nos mécaniciens qui sont certifiés de pouvoir nous donner un avis et s'ils se sentent confortables, on verra si c'est ça le montant qu'on retient ou qu'on va voir la tierce partie. OK, merci. Ma prochaine question. Qu'est-ce que je comprends? Si une demande dans les autres municipalités, on va aller directement. Oui. Okay. Ma question est ceci, puis je ne comprends pas tous les fonctionnements. Pourquoi on ne ferait pas les deux? Pourquoi on n'irait pas en appel plus la demande aux autres municipalités? C'est pour essayer d'avoir la meilleure offre pour une municipalité. Ben, le montant qu'on identifie, c'est toujours le montant qu'on recherche. Alors, si une municipalité qu'on peut aider, c'est un peu ça l'approche d'être des bons voisins et voisines. Alors, si vous nous dites qu'on devrait aller au marché en même temps avec l'externe également, on peut le considérer.
Je me demandais juste la question. Mais la raison, c'est de pouvoir aider les communautés voisines qui pourraient avoir un besoin de cette pièce d'équipement-là, qui rencontrent leurs besoins opérationnels. C'est ça le principe. Merci beaucoup. Monsieur Brideau, vous avez une question? Non? Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, excusez-moi, Madame Godbout. Une question de suivi sur la recommandation ou la question de la conseillère Le Boutillier. C'est quoi le travail administratif pour préparer quelque chose comme ça, une pièce d'équipement pour aller en offre publique? Je retiens ton point, là, c'est comme, pourquoi pas l'offrir s'il faut rédiger la même chose, pourquoi l'offrir aux deux, puis tu peux quand même favoriser le donner à une municipalité locale, parce que j'apprécie beaucoup la suggestion que vous avez là, je la trouve importante, mais je me demande juste si on ne se donne pas des délais qui sont pas nécessaires, qu'on ne pourrait pas le faire en même temps, mais je me suis dit, peut-être qu'il y a du travail administratif lourd à le mettre à l'offre publique ou provinciale, je ne sais pas. Monsieur Bourque, vous êtes là, puis c'est une question sur place, là. Je suppose que vous avez la précision du temps demandé pour rendre une pièce disponible à l'encontre. L'idée étant que j'endosse beaucoup l'idée de favoriser l'aide à des municipalités locaux, là, mais je pense que le point de la conseillère Le Boutillier est quand même intéressant pour dire pourquoi créer des délais, pourquoi pas faire les deux en même temps. Alors, pour l'encontre public, on utilise la province à une entente avec Jardine Auctioneer qui nous permet, nous, d'utiliser cette même compagnie-là pour la vente à l'encontre. Lorsqu'on envoie un véhicule à l'encan, c'est un processus qui est déjà établi, ça s'en va là, eux autres font l'évaluation, mettent le prix minimum et ensuite, normalement, on reçoit plus que qu'est-ce qu'est le montant de départ de l'encan. C'est ça historiquement qu'on voit. Ici, c'est plus spécifique, alors pour ça, ici, on perd le contrôle. Les mécaniciens ne sont pas certifiés pour évaluer des véhicules, mais pourraient s'occuper d'aller les faire évaluer. Si on pense qu'une municipalité voisine serait intéressée. Puis, alors, ici, c'est de la rendre disponible, d'informer, c'est disponible. Vous avez quelques jours, une semaine à démontrer un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est le processus de vente à l'encontre qui prend place. Puis, par la suite, c'est qu'on perd le contrôle lorsque c'est rendu à l'encontre. Alors, pour nous, encore un outil très valide. Là, il y a une demande sur la table qui permettrait à la municipalité, avec ce changement-là, de s'entendre directement avec l'autre municipalité. Mais je pense que ce ne sera pas ça la pratique courante. La majorité du temps, ça va toujours être l'encontre tel qu'on le fait actuellement. Merci. Moi, les précisions sont satisfaisantes. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au item, ce qu'on est rendu là. Item 11.2. 11.1.3. Excuse-moi, 11.1.3. Fusion de l'Union des municipalités de la ville. Alors, oui. Alors ici, on est, la municipalité était membre de 3 associations. Maintenant, on est toujours membre de l'AFMNB, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Il y avait une association des cités du Nouveau-Brunswick qui composait l'identité de 8 villes. Et il y avait l'Union des municipalités du Nouveau-Brunswick. Alors, depuis maintenant près de 2 ans, un peu plus, il y a eu une question de jumeler ces 2 associations-là. Le projet a pris place, l'exécution a été entamée, les municipalités étaient tous en accord et le tout est presque complété. Alors, on a un membership avec l'Union des municipalités, avec une entité qui touche les municipalités urbaines. Alors, catégorie un peu en parallèle, mais dans la même union, la même association. Ici, c'est pour de rendre une directive et chaque municipalité qui était un membre de l'association des cités doivent passer cette résolution ici pour mettre efficace la dernière étape de faire un fin de l'association des cités pour aller et exécuter le tout et de transférer toute l'information à l'Union des municipalités.
Une grande explication pour dire que l'Association des cités n'existe plus. Tout est transféré à l'UMNB et ceci met fin à tout ceci. Le maire pourra maintenant signer le document final. J'espère que j'ai été assez simple. On travaille avec 2 associations. Je vous ai simplifié ça, j'espère. Oui. Je pense qu'on a besoin quand même d'une résolution. Oui. Pour la lecture de la résolution. Monsieur Lantaigne. Donc, c'est ça. On lit une résolution qui a déjà été adoptée? Ça prend une étape d'adoption. OK. C'est la dernière étape pour mettre fin à l'association des cités. Le sous-signé étant tous les membres de Cities of New Brunswick Association Inc., Association des cités du Nouveau-Brunswick, incorporée la compagnie, habilité à voter et à adopter les résolutions écrites énoncées ci-après comme si celles-ci avaient été soumises lors d'une assemblée des membres de la compagnie dûment convoquée et tenue dans le but de statuer sur ces résolutions décidées par la présente en lieu et place d'une assemblée des membres de la compagnie. Excusez, ce qui suit. Le transfert de la cession et l'attribution de tous les actifs et passifs restants de la compagnie à la Union of Municipalities of New Brunswick, Inc., Union des municipalités de New Brunswick, Inc., conformément aux modalités et aux conditions de l'acte de transfert, de cession et d'attribution daté du 27 octobre. Oui. Sont approuvés par les présents. Le règlement numéro 2025-1 de la compagnie adopté par l'administrateur le 27 octobre 2025 et est par la présente ratifié et confirmé. Ce ne serait pas le 20, ce serait la date que les membres ont voté dessus, là. Puis on n'a pas la date là. Ils n'ont pas partagé cette information-là. Ouais. On l'ajoutera. On va l'ajouter? On va l'ajouter après, non? Oui. Donc, à la date à laquelle ils ont voté, par le président ratifié et confirmé en tant que règlement de la compagnie. Les résolutions adoptées par les administrateurs de la compagnie sont approuvées par les présentes et tous les actes antérieurs de l'administrateur sont approuvés par les présentes. Chacun des membres de la compagnie renonce par les présentes à son droit de recevoir une copie de la présente résolution au moins 15 jours avant de la signer, conformément au statut de la compagnie. Et la présente résolution peut être signée et transmise en plusieurs exemplaires portant des signatures originales, des signatures facsimilées ou d'autres signatures électroniques, y compris des signatures électroniques, et chacun de ces exemplaires pris ensemble constituera une résolution dûment signée et nonobstant la date de signature sera réputée porter la date d'entrée en vigueur indiquée ci-dessous. Adopté par tous les membres de la compagnie conformément au paragraphe 103.1 entre parenthèses de la loi sur les compagnies R.S.B 1973, chapitre C13 à la date indiquée ci-dessus. Je vais faire la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Surtout pas. Ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça fait à peu près 3 ans qu'on niaise avec ça, puis ça passe d'un bureau d'avocat à un autre bureau d'avocat. Je pense qu'on doit être. Je pense qu'on est à la fin là, de cette brisure. Alors, maintenant, au numéro 12, ça aurait été municipaux. Non, le 11.2, développement communautaire. Monsieur le maire, on a de la grande visite qui s'en vient encore cette année. On est bien content de l'accueillir, la parade du Père Noël. Alors, le conseiller Godette peut en parler s'il y a des détails, mais ici, c'est pour indiquer les fermetures de rue devant la place Champlain jusqu'à la rue Acadie ici. On fait ceci annuellement et il y a bien des petits jeunes qui sont bien contents de cette soirée-là, le 22 novembre. Puis, je pense qu'il y a une date de pluie si jamais que ça arrive, parce qu'on a vécu ça l'année dernière pour la première fois. Alors, monsieur le maire, c'est la résolution pour les fermetures de rue. Si le conseiller Godette a d'autres choses à ajouter. Non, c'est ça que c'est. Je vais lire la résolution. Que
que le Conseil autorise la fermeture temporaire des rues suivantes dans le cadre du défi du Père Noël du Grand Moncton qui aura lieu samedi le 22 novembre 2025 en cas d'intempérie, tempête. Le défilé sera reporté le 23 novembre 2025, le lendemain. Les rues affectées, c'est la rue Champlain de la limite ouest de la ville jusqu'à l'avenue Acadie de 16h à 19h. La rue Paul de la rue Champlain jusqu'à la rue Olivier de 16h à 19h30. Et l'avenue Virginia de la rue Champlain jusqu'à la rue Beauséjour de 16h à 19h. Je te le propose. Merci. Proposé par le conseiller, excusez-moi, Godette, qui est appuyé par le conseiller Jeunesse sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, aux arrêts municipaux. Aucun arrêté, M. le maire, ce soir. Alors, ça va aller vite. Avis de motion? Un avis de motion? Non plus. Avis de motion. Alors, ça nous amène aux demandes de renseignements et annonces de la part des membres du conseil. Puis, je vais d'y aller retourner à ma gauche. Monsieur Godet. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à rapporter, juste go Blue Jays go, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci et bonne soirée. Merci. Excusez-moi. Madame Leboutier. Merci, M. le maire. Moi aussi, je n'ai rien à rapporter ce soir. Merci. Madame Genet. Merci, rien à rapporter pour ce soir. Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Bien, M. Godette vient de nous parler de la parade de Noël qui s'en vient dans très peu. Moi, je vais vous parler d'Halloween qui va avoir lieu ce vendredi. Alors, les gens aiment faire de cette soirée une soirée marquant, les décors macabres, etc., etc. Ça dit que le message que je veux vous donner ce soir, c'est qu'il y a aussi des décorations ou des items qui sont poussés très fort. Il y a des écriteaux qui peuvent blesser soit votre voisin ou d'autres gens. Surtout lorsqu'on parle des morts, la mort des cadavres, etc. Alors, simplement, j'aimerais juste souligner qu'il faut faire quand même attention dans des occasions comme celle-là, d'aller un peu trop loin. Parce qu'il faut penser aussi, il faut juste question de respecter aussi soit le voisin ou les gens de la communauté. Alors, c'est ça le message que je veux vous donner ce soir, c'est le respect dans n'importe quelle décoration qu'on fait, de penser qu'il y a quelqu'un qu'on peut blesser sérieusement avec des certaines décors et des écriteaux. Vous savez, quand on regarde sur des pas, dans le courant de l'année, on regarde certains bâtiments qui ont des graffitis. Puis comment ça peut être gênant ou même décevant de voir des entreprises où il y avait toutes sortes de dessins qu'on peut imaginer. C'est un peu dans le même sens avec l'Halloween. C'est une belle soirée. On veut fêter ça avec les enfants. C'est surtout pour les enfants. Mais encore une fois, question de respect envers la population sur des choses qui sont des écrits qui peuvent faire mal. Voilà, M. le maire, c'est mon message. Merci bien. Continue avec M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien pour ce soir. Merci, Mme Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Je voulais juste mentionner que deux semaines passées, Jean-Marc avait fait l'annonce du 65e anniversaire de la bibliothèque. Donc, j'ai participé à cet événement et j'étais vraiment impressionnée par la participation des membres du public, de nos résidents. Je voulais souligner aussi la présence de M. Paul qui était ici tantôt, mais surtout remercier les gens qui sont sur la commission et les organisateurs ou les gens qui travaillent à la bibliothèque. Je vois une ancienne
employés de la bibliothèque. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien, puis une belle participation. Je voulais mentionner ça. Sur une autre note, j'ai participé à la réouverture du Walmart de Dieppe la semaine dernière. Quelle atmosphère dynamique, c'était incroyable, un beau magasin. J'aime souligner le fait aussi que cette entreprise-là a investi plus de 25 millions dans leur nouveau magasin. C'est dans notre communauté, ça reste ici, c'est chez nous, puis ça l'emploie les gens de chez nous aussi. Ça fait que je voulais les féliciter pour la réouverture, puis de nous faire confiance ici à Dieppe, puis de continuer à investir dans notre communauté. Puis l'autre chose que je voulais mentionner, on a des étudiantes probablement le programme d'Infocom, j'ai l'impression, qui est venu aujourd'hui probablement faire une activité d'apprentissage. Mais j'aimerais aussi souligner que ça arrive souvent, la participation des étudiants, soit du collège ou de l'Université de Moncton qui utilisent ou qui nous regardent. Même, je salue les étudiants de la classe de Mme Berthil Gagné, enseignante en langue au CCNB, qui nous regardent pratiquement chaque semaine. Je ne savais pas ça, mais elle nous a annoncé ça. Justement pour faire des activités d'apprentissage, des évaluations, des textes informatifs, des choses comme ça. Ça fait que je les salue, je salue les étudiants qui apprennent avec en nous regardant chaque semaine. Donc, je voulais juste saluer. Merci d'être là. Merci. Monsieur Brideau, c'est définitivement non, c'est juste que votre lumière s'est allumée tout d'un coup. Non? Un accident? OK, un accident de parcours. On continue. Alors, Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. On a eu des semaines occupées avec l'autorité policière, encore la semaine passée avec des comités de gouvernance, et puis une réunion spéciale ce jeudi soir à huis clos qui se poursuit. Alors, je vous tiens au courant, mais rien d'autre à annoncer. Merci. Merci bien. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Rien pour moi, sauf que juste pour ajouter pour le Halloween, puis corrigez-moi si je me trompe, l'heure limite pour passer les maisons pour les petits morts, c'est 20h. 8h, PM, 20h. Donc, après 20h, vous pouvez barrer vos portes. Vous avez le droit de barrer vos portes. Après 20h, tu pourras enlever ton masque. Après 20h, j'enlèverai mon masque. OK, merci. Pas celui que j'ai ce soir. Ah, OK. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonne fête de soirée à tous. Puis encore une fois, merci pour votre patience. Je sais que c'est une soirée qui est longue pour vous tous, qui avez déjà mis une pleine journée de travail. Alors, merci beaucoup pour votre présence.